Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est bien passée. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de Luxe et Artisanat. En parallèle du podcast, je travaille sur d'autres projets dont j'espère pouvoir vous partager les nouvelles très bientôt. En attendant, je vous ai réservé pas mal de surprises pour cette nouvelle saison de Luxe et Artisanat. Le podcast commence à se faire connaître et j'ai eu l'opportunité d'interviewer des personnes exceptionnelles, en restant, bien sûr, toujours dans le thème du luxe et de l'artisanat. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, j'interviewe Serge Amoruso. Serge est artisan maroquinier et fondateur de sa propre maison qui porte son nom, Serge Amoruso. Alors j'avais déjà interviewé une maroquinière, Morgane Legal, que vous avez pu écouter dans un podcast, enfin dans la saison 1 en fait du podcast, mais j'avais à cœur de donner la parole à un entrepreneur dans ce métier. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Serge lors des Journées européennes des métiers d'art qui se tiennent en avril. Ces journées sont l'occasion de pousser les portes d'ateliers d'artisans d'art qui sont en règle générale fermés au public. Si vous aimez les métiers d'art ou que vous êtes tout simplement curieux, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur le site des GEMA. Ce sont des journées vraiment très intéressantes. Vous pouvez soit prendre rendez-vous ou tout simplement, ça dépend en fait des ateliers, vous pouvez tout simplement pousser la porte d'atelier que vous avez repéré un petit peu avant. Et si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur les métiers, ça sera l'occasion pour vous de rencontrer les artisans et de pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, en fait c'est sur le site des GEMA, J-E-M-A, Journée européenne des métiers d'art. L'atelier showroom de Serge se trouve avenue Daumesnil à Paris, au viaduc des Arts, sous la coulée verte. En fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, quasiment tout au long de l'avenue Daumesnil, en partant de la place de la Bastille, vous pourrez admirer plein d'ateliers d'artisans d'art se trouvant sous les viaducs. On peut notamment y trouver un maroquinier, un plumassier, un souffleur de verre, il y a également une mosaïste, et j'en passe. Il y a vraiment énormément de métiers qui sont représentés. Et je ne vous cache pas que pour cette saison 2 de Luxe et Artisanat, pas mal des artisans d'art interviewés pour le podcast ont leur résidence au Viaduc des Arts. Alors, je trouve cet épisode absolument passionnant et incroyablement riche en informations pour toute personne désireuse de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous verrez, Serge est vraiment une mine d'informations à ce sujet-là. Et il a d'ailleurs une vision extrêmement intéressante sur l'entrepreneuriat, notamment pour l'artisanat d'art. Cet épisode dure 1 heure. Il est long, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais pourquoi couper son interlocuteur quand on est extrêmement intéressé par ce qu'il dit ? Luxe et Artisanat, c'est un projet conçu pour donner la parole à ceux que l'on entend peu. Alors, comme je n'ai pas de contrainte éditoriale, je n'ai donc aucune raison de raccourcir les épisodes. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 du podcast. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous les heures et les heures de conversation que j'ai pu avoir avec des personnes absolument incroyables comme Serge. Si vous voulez me contacter, m'envoyer un message, me poser des questions ou tout simplement m'envoyer un petit mot doux, vous pouvez le faire donc soit sur LinkedIn, donc vous tapez Soukaina Gutiérrez et vous me trouverez. Sinon, vous pouvez tout simplement le faire sur Instagram. Donc Instagram, c'est un réseau social que j'utilise assez souvent. Donc @luxe et artisanat, luxe et artisanat tout attaché. Voilà. Écoutez, j'ai adoré interviewer Serge. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Bonne écoute. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Vous êtes donc artisan maroquinier. Du coup, vous m'expliquerez un peu plus. Donc vous avez une entreprise qui a votre nom, Serge Amoruso. Donc j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé du coup à avoir en fait cette entreprise-là, comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire de la maroquinerie, connaître un petit peu plus en fait votre parcours à ce niveau-là. Alors là, on va être obligé de remonter un petit peu à l'enfance. Il n'y a pas de problème, on a le temps, ne vous inquiétez pas.
évidemment l'environnement familial, parce que ça compte énormément, dans le sens où moi j'ai grandi à Paris, dans le quartier latin, avec un papa qui était ébéniste et sculpteur sur bois. Donc forcément, j'ai grandi dans les matières, les outils et les gestes. Le côté justement geste, outillage, moi m'a toujours séduit, assez fasciné. Et en même temps, j'ai su très très tôt que c'était pas le travail du bois vraiment qui me passionnait, peut-être parce que l'image du père était très forte et que comme il était plutôt très très bon dans son domaine, je trouvais peut-être cette activité-là probablement inaccessible, en tout cas de pouvoir atteindre le niveau que j'avais moi en tête de mon père à ce moment-là. Mais en fait, je me suis jamais vraiment posé cette question-là de façon très claire, hein. Moi à l'école, je dirais j'ai eu une scolarité assez, on peut dire un tout petit peu chaotique, dans le sens où moi j'avais rien contre, je m'y sentais très très bien, sauf que je répondais pas forcément à la demande, c'est-à-dire que je comprenais pas trop ce qu'on me voulait, et moi j'étais vraiment plutôt dans un processus de construction, d'imaginaire et de personnalité. Et, et alors ce qui a beaucoup compté finalement, c'est aussi, j'ai des origines multiples, hein. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais d'une famille, on va dire, plutôt de culture italienne, et avec beaucoup de familles en Italie. Donc moi, très très jeune, on partait à l'époque sensiblement 3 mois en vacances. Et donc c'était une épopée, hein, dans les années 60, de traverser la France, traverser l'Italie, avec des arrêts à Rome où j'avais de la famille. Ma mère est vénitienne, donc parfois à Venise, et ensuite dans le sud, dans les Pouilles, où tout à coup je changeais. Vous imaginez, le quartier latin dans les années 60, c'était plutôt un quartier très populaire, c'était un quartier plutôt sombre, parce que c'était pas, les immeubles n'étaient pas vraiment rénovés, et tout à coup je me retrouvais en plein soleil, dans le sud, au bord de la mer, avec des oliviers, des amandiers, des orangers, des grenadiers, enfin dans un univers qui était vraiment tout à fait différent. Et j'étais à peu près le seul dans mon environnement scolaire, copain, ami de cette époque-là, à partir si loin, si longtemps, et à un endroit aussi chargé, parce que moi ça m'a permis de rencontrer une autre architecture, justement, Rome, la Rome antique, enfin bon, et donc une autre histoire, et puis des couleurs, bien entendu, donc des couleurs tout à fait différentes de mon quotidien en France. Donc tout ça a fait que ça a nourri, si vous voulez, un développement d'un enfant, et peut-être ça m'a permis d'avoir un regard sur les choses un tout petit peu décalé par rapport à mon environnement direct. Voilà, ça a été une des premières choses. Donc à un moment donné, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu plus tard? Donc moi je savais que je voulais travailler de mes mains, je voulais exercer des gestes, je voulais toucher des matières. Maintenant, laquelle exactement, c'était un peu compliqué de savoir, parce que j'étais un petit peu jeune, donc j'ai touché à plusieurs choses. On m'a même proposé de faire une école de dessin industriel, ce que j'ai accepté de faire, sauf qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai vite compris que c'était pas du tout pour moi. Je ne me voyais pas toute ma vie tirer des traits derrière une planche, à modéliser des boulons, des écrous ou autre chose. Donc j'ai vite arrêté ça. Et on s'est vraiment mis en quête de matériaux. Et comme j'avais à 2 occasions eu l'occasion de toucher du cuir, de la peau, une des premières fois, c'était en coupant un parachute dans une des jupes de ma mère. Ça, c'est une anecdote qui est assez connue. Et puis, j'avais un de mes frères qui travaillait dans une maison d'édition où il faisait des reliures, et il avait ramené quelques bouts de peau. Et donc, on s'est mis un peu en quête d'une école qu'on a trouvée, qui était la Chambre des commerces et industries de Paris, qui à l'époque était rue de l'Abbé Grégoire. Et C'est l'école Grégoire Ferrandi, voilà, c'est ça, voilà. ouais, qui est devenue la fabrique. Absolument. Et donc j'ai fait une espèce de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une forme de DIMA, c'est-à-dire comme j'étais assez jeune, là aussi ils m'ont fait, ça m'a permis de toucher à plusieurs métiers, formistes, ça consiste à
préparer du boitage, voilà, la découpe du boitage, agencement, menuiserie et évidemment le cuir, où je me suis senti plus qu'à l'aise immédiatement. D'accord. Oui, en fait, moi j'avais interviewé ma collègue qui est maroquinière qui a fait le même parcours que vous. Et en fait, c'est une année un peu de prépa, c'est ça. Et du coup, on peut toucher à plusieurs métiers. Voilà. Ok. Ça, c'est vraiment génial. Et je crois qu'il l'arrête d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est. Mais je crois que ça se fait plus, hein, cette formule-là. Voilà. Et c'était évidemment c'est extrêmement dommage. intéressant parce que tous les jeunes qui étaient dans la section dans laquelle j'étais, tout le monde n'a pas choisi le même métier, mais ça veut dire que, en tout cas, en partie, on peut se dire que chacun a trouvé une voie qui lui correspondait à ce moment-là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ont poursuivi, mais en tout cas, on pouvait toucher à tout ça. Et donc, moi, ça a été le cuir, évidemment. Et pourquoi, je crois que très, très vite, par contre, je me suis formulé ça, c'est que j'ai eu le sentiment très, très vite que c'était une matière no limite. C'est-à-dire qu'on pouvait tout faire. Il suffit de regarder autour de soi, du cuir, on en a partout, on en a sur nous, il y en a sur les objets. Ça a toujours été une matière qui a entouré et qui a accompagné l'humanité. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Ensuite, évidemment, le travail, le toucher, la dextérité, je me suis senti très, très, très à l'aise. Et donc, j'ai poursuivi 2 ans supplémentaires, où une première année, on faisait et maroquinerie et sellerie. Et ensuite, on avait un choix à faire, soit vers la maroquinerie, soit vers la sellerie. J'ai choisi la sellerie. Et au bout de ces 2 ans, juste un CAP. Ouais, on va juste préciser pour les auditeurs la différence entre maroquinerie et sellerie, puisque tout le monde ne sait pas. Si vous pouviez peut-être juste préciser cette prise. Alors en maroquinerie, on travaille plutôt avec des machines et on travaille plutôt sur des rembords, c'est-à-dire que tout ce qui est contour va être... on va faire un petit pli et on va remborder le cuir sur lui-même et contre-coller les morceaux, remborder l'un en face de l'autre. Et ensuite, généralement, c'est cousu à la machine. Alors que la sellerie, on va être plutôt sur des tranches coupées nettes avec une petite finition. Et ensuite, évidemment, les coutures sont plutôt faites à la main. À la main, d'accord. Donc ce que, du coup, la maison Hermès fait, c'est plutôt de la sellerie. C'est un sellier. C'est un sellier. Ok, très bien. Merci. Je vous laisse continuer du coup. Donc au bout de ces 2 années, un CAP. Et c'est mon professeur qui a un tout petit peu insisté auprès de la maison Hermès justement pour que je puisse effectuer mon stage de fin d'études. Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait mon stage chez eux. Et à l'époque, c'est une époque où quand même, justement cette année-là, Hermès ne voulait prendre personne. C'est pas une maison qui avait le dynamisme qu'on connaît aujourd'hui. Elle était déjà importante, mais ils n'étaient pas dans une dynamique de développement qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, suite à ce stage, ils m'ont proposé une embauche immédiate. Ce que j'ai accepté avec juste une réserve, c'est que j'avais déjà pris mes dispositions pour pouvoir, avec un billet kilométrique, partir sillonner toute l'Italie avec des amis. Donc j'ai pu reculer d'1 mois mon embauche et j'ai intégré donc la maison Hermès dans l'atelier Malle. Et ça a été une expérience assez extraordinaire pour moi parce que, j'étais dans la maison qui représentait pour moi tout ce que ce métier avait de meilleur, et par ailleurs entouré de personnes qui avaient passé quasiment toute leur vie dans cette maison, qui étaient rentrées en tant qu'apprentis, qui y avaient passé quasiment 40 ans, et c'était un merveilleux terrain d'observation. Voilà. Ok, et du coup vous êtes resté combien de temps dans la maison? Alors je suis resté 7 ans. 7 ans. Pour moi, les 7 ans, ça représentait le temps suffisant pour se former au métier et surtout ne pas s'enfermer dans l'image, parce que Hermès a quand même une identité très très forte, une image très très forte, et de ne pas s'enfermer dans uniquement faire ce que j'ai appris à faire. Et moi, j'avais déjà depuis très longtemps toujours un papier, un crayon sur moi, et voilà. Après, j'étais relativement jeune et encore
libre. Donc la maison me proposait, je sentais que j'avais un avenir qui commençait à se présenter, une carrière entre guillemets chez eux. Et il y avait un choix à faire à ce moment-là, qui était soit on reste et puis on fait une carrière dans cette belle maison, soit on tente sa chance autrement et ailleurs. Donc j'ai décidé de partir. Décision très difficile à prendre. Pas tant que ça, c'était pas si difficile que ça, parce que finalement, ça, vous savez, les choses s'imposent d'une certaine façon. J'ai pas eu le choix, je devais le faire, parce que je ne me voyais pas du tout y rester, c'était pas possible. Voilà. C'était pas une vision de l'avenir qui correspondait à ce que je voyais de ma vie et comment est-ce que je voulais la construire. Donc du coup, ça a été finalement une décision pas si difficile que ça à prendre. D'accord. Et la maison, ils l'ont pris comment? Enfin, normal. Ça s'est assez bien passé, je dirais même très très bien, parce que je pense qu'il y avait peut-être plus de personnes qui savaient que j'allais partir. Je pense qu'ils le savaient avant moi. Alors ça ne veut pas dire que je n'étais pas engagé. Moi j'étais engagé à fond dans ce que je faisais, j'étais à 100% dans mon travail, j'adorais ce que je faisais, j'aimais plutôt bien les gens avec qui j'étais entouré, même si j'avais d'autres aspirations. Mais je pense qu'il l'avait compris depuis longtemps. Et à l'époque, pour le citer, c'était, me semble-t-il, Monsieur Kerman qui était chef du personnel. Et au début, il m'a dit, mais tu sais pas ce que tu veux. Et puis ensuite, il m'a dit, ouais, mais en fait, on comprend. Voilà, on savait que tu resterais pas. Voilà. Donc c'était assez facile. Ouais, ils m'ont plutôt souhaité bonne chance et ils m'ont pas du tout créé de complications pour que je parte. D'accord. Et donc du coup, là, vous partez de la maison, Hermès, et donc là, ça y est, vous lancez Sergio Amoroso. Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous repartez en Italie. Non, je savais que j'étais pas mûr pour faire ce que je voulais faire, et puis j'avais besoin d'autres types d'expériences. Donc j'ai eu l'opportunité d'enseigner en tant qu'éducateur technique dans un centre, un IME, donc avec des jeunes en difficulté. Donc j'ai animé un atelier cuir. Pendant presque 10 ans dans cette institution, et ça a été une expérience extrêmement enrichissante, à la fois parce que évidemment j'étais en contact avec un public, voilà, et je pense que chez Hermès ça me manquait énormément. Alors ça c'est vrai que vous êtes le deuxième maroquinier, que j'interviewe, et donc la deuxième personne mais maroquinier qui travaille dans une maison, et la deuxième personne qui me dit: c'est vrai que ce qui me manque dans mon métier, ou dans ce qui vous a manqué, c'est le contact avec les gens. Et c'est vrai que ça, on ne se rend peut-être pas forcément compte quand on fait pas, quand on travaille pas, quand on n'est pas artisan, dans une maison, au sein d'une maison, je parle. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de très très important quand même. Parce qu'au final, on est devant sa pièce, son sac, mais on n'a pas de contact en fait, que ce soit avec des vendeurs, même des gens en fait au sein de l'entreprise, que ce soit des vendeurs ou que ce soit je sais pas, des personnes d'autres services, il n'y a pas d'interaction en fait. Et ça, moi je trouve ça un peu dommage, mais d'un autre côté c'est aussi le métier qui veut ça. Oui, alors aussi parce que chaque artisan dans ces maisons-là est un peu quand même isolé dans son propre atelier, parce qu'il y a même des frontières et des barrières entre ateliers. Mais je ne comprends pas. Moi, c'est quelque chose... je sais pas si vous avez quelque chose à dire ou non, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Il y avait aussi. Alors là, je précise bien, c'est pas que dans la maison Hermès. Hein, oui, je comprends bien, toutes les maisons. Bien sûr. Je crois qu'il y a une forme de hiérarchie qui s'installe, pas forcément de façon très très consciente. L'artisan, c'est un ouvrier. C'est un ouvrier, ouais. L'artisan, c'est un ouvrier. Et moi, je sais que dans les années 80. On était 2-3 à avoir des relations amicales, pouvoir sortir, aller au cinéma, voilà, avec du personnel du magasin. Et au départ, ça a été assez mal vu par le personnel
qui m'entouraient, donc des artisans, donc des ouvriers. Voilà, qui trouvaient ça très très bizarre que je puisse sortir avec un vendeur, une vendeuse, que je sois ami avec des gens de l'atelier décoration. Moi, je vouais une admiration déjà sans borne à Madame Leila Menchari, que j'ai eu la chance de rencontrer par la suite. Qui s'occupait qui était là, décoratrice des vitrines Hermès. Et c'est vraiment ça, pour moi, ça a été là aussi un terrain d'observation absolument remarquable, parce que c'est quelqu'un qui avait son identité au sein de cette maison, mais elle avait sa propre identité, elle a su le mettre en avant, et puis surtout une exigence aussi assez extraordinaire, et un œil très personnel, et moi j'y étais très très sensible. Elle ne le savait pas, bien entendu, j'étais relativement jeune, et je regardais ça d'assez loin, mais en tout cas j'étais très très sensible et très impressionné par son travail, ça c'était clair. Mais juste pour revenir un petit peu avant à cette hiérarchie en fait dont vous parliez, parce que les artisans restent des ouvriers, moi là en fait où j'ai un petit peu peut-être du mal à comprendre, c'est que depuis quand même un certain nombre d'années, depuis à peu près peut-être une quinzaine d'années, on met énormément en valeur les artisans au sein des maisons, ce qui était peut-être quelque chose qui n'existait pas avant, enfin en tous les cas moi je sais pas, je l'ai pas vu. On met vraiment en valeur l'artisanat, le travail de l'artisanat, le travail des mains. Donc on essaye quand même, ce qui va peut-être un peu gommer certaines idées qu'on peut se faire quand on n'est pas artisan de ce que c'est qu'être un ouvrier. Mais par contre, cette hiérarchie, elle va quand même persister, elle va quand même rester. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur les artisans, mais il faut qu'ils restent... mais il faut se poser la question, pourquoi on les met en valeur ? Parce que ça fait vendre. Là, on est dans une forme de marketing essentielle pour ces maisons-là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une raison, je vois ça de loin, parce que vous savez, ça fait quand même des années que je ne fréquente plus ces maisons-là. Je les vois de loin, je m'occupe de ma maison. Oui. Mais je peux avoir un point de vue sur la question. Je ne dis pas qu'il est exact, et c'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas... Moi, j'ai pu voir ces maisons et cette maison grandir à un point que il y a une forme de nécessité de revenir aux valeurs essentielles, parce que lorsque vous fabriquez des millions de pièces par an, c'est pas la même chose que lorsque vous en fabriquez quelques centaines, voire quelques milliers. Donc, il faut revenir sur l'identité primaire du travail effectué et proposé par ces maisons, parce qu'elles ont évolué et parce qu'elles évoluent. On ne travaille plus du tout aujourd'hui dans cette maison comme on travaillait il y a 30 ans. Donc ça veut dire que le produit n'est pas tout à fait le même non plus. Et moi, ce que justement j'ai voulu développer et voulu proposer, c'est en travaillant un peu sur cette différence-là. Le formatage, ici, chez moi, ça n'existe pas. Alors que forcément, face à un développement de cette nature-là et à cette vitesse-là, c'est évident qu'ils sont obligés de formater un certain nombre de choses, de rationaliser un certain nombre de choses, donc de simplifier les choses. Ça ne veut pas dire que c'est moche, ça veut dire juste que c'est différent. Et donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin de mettre en avant le fait que c'est encore réalisé par des artisans. Alors qu'il y a 30 ans, c'était d'une évidence absolue. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Tout le monde le savait. D'accord. Aujourd'hui, on peut en douter. C'est vrai. Et c'est vrai que... Et vous avez des maisons qui, aujourd'hui, ont la problématique inverse. Ouais. Qui sont de vraies industries, qui sont nées grâce à l'industrie, et immédiatement grâce à l'industrie, et qui ont besoin de faire passer l'image d'artisans qui travaillent pour eux. Hermès, c'est presque un peu le contraire. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, vous voyagez beaucoup, vous allez notamment énormément au Japon. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard, mais je veux quand même qu'on ajuste un petit peu sur ce sujet-là. Donc, je suppose que vous rencontrez énormément d'artisans japonais, que vous connaissez... Quelle est la grande différence que vous voyez justement entre
là, tout ce dont on a parlé, la perception des artisans en France, cette hiérarchie qui peut être très verticale, en fait, qui peut exister dans les maisons. Et au Japon, comment ça se passe, en fait, au Japon? Quelle est la grande différence? Alors, moi, je ne vais pas vous parler de la grande différence avec les grandes maisons françaises, parce que je ne connais pas les grandes maisons japonaises. D'accord. Et puis les grandes maisons, telles qu'on les évoque là, elles sont françaises essentiellement. Oui, oui. Par contre, il y a un historique, une histoire, un processus artisanal qui n'est pas tout à fait le même dans le développement. Au Japon, c'est un grand pays d'artisans, d'artisanat, de tradition millénaire, mais qui est un peu figé. Et donc, du coup, ça a un peu cristallisé les techniques. Ce qui n'est pas forcément une très mauvaise chose. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se réveiller parce que ça risque du coup de disparaître, parce que ça n'a plus de sens au quotidien. Le peuple japonais reste un peuple qui a cette capacité à vivre au quotidien avec des objets d'artisans. Ce qui en France est un peu moins le cas, je dirais. Peut-être à cause de ces grandes maisons qui ont eu une influence colossale sur le développement de l'artisanat en France. Et donc, si vous voulez, au Japon, vous avez cette problématique qui est inverse par rapport à la France. C'est ce côté un peu figé, héréditaire aussi, et qui est donc, pour les héritiers d'une technique, c'est-à-dire la transmission, elle est restée pendant des siècles de façon justement très cristallisée, très figée. Il était très difficile pour un successeur de changer les choses. Alors, par contre, depuis une dizaine d'années, on se rend bien compte qu'ils ont identifié ce problème et qu'ils sont en recherche de partenariats, de nouvelles idées pour pouvoir appliquer des techniques qu'ils maîtrisent très très bien, qui sont les seules à maîtriser d'ailleurs dans le monde, mais sur des champs d'application qui sont nouveaux. Et ça reste une vraie nouveauté, et je pense que c'est l'avenir, en tout cas pour l'artisanat japonais. En France, je dirais qu'on est plus dans il y a un tissu social, artisanal, avec peut-être plus de dynamisme, plus de recherche. Lorsqu'on est dans un atelier comme le mien, et il y en a d'autres dans d'autres domaines, on est aussi dans un laboratoire de recherche. D'accord. Et ça, c'est lié aussi à l'identité de la personne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi énormément de Japonais, il me semble, qui viennent en France pour travailler. Bon, forcément, je vais penser à des maroquiniers, mais je pense que c'est aussi le cas pour d'autres activités, en fait, pour d'autres professions. Mais je parle de vraiment professions artisanales et qui viennent travailler, du coup, dans des maisons, dans des ateliers. Du coup, je suppose, sûrement, pour peut-être apprendre aussi de nouvelles techniques. Non, peut-être pas. Je sais pas. Je vois que vous faites une. Non, c'est juste que ils sont pas encore prêts dans tous les domaines et ils sont pas encore mûrs dans tous les domaines. Par contre, ce sont des élèves attentifs, minutieux. Ce sont des gens qui sont capables de mettre énormément d'énergie. Pas seulement avec abnégation, mais avec passion, dans l'apprentissage. Mais pour l'instant, en tout cas dans le domaine de la maroquinerie précisément, mais on va pouvoir éclairer le champ avec d'autres métiers, regardez en cuisine. C'est un très très grand pays sur le plan culinaire, avec un savoir-faire incroyable. Pour moi, ça fait vraiment partie, la cuisine, la cuisine japonaise fait partie des 3 grandes cuisines mondiales à mes yeux. On peut les mettre dans l'ordre que l'on veut, mais la cuisine française, japonaise, italienne, pour moi, sont les 3 grandes cuisines de ce monde. Et on voit bien que là, pour le coup, c'est presque eux qui ont exporté leur savoir-faire, en tout cas un concept visuel, gustatif, et tous ceux qui sont venus
en France, et j'en ai rencontré au Japon, au départ, innovaient très très peu. Ils faisaient de la cuisine française au Japon, ce qui était très bien. Et maintenant, on commence à voir des choses qui fusionnent. Ça a pris du temps. Dans le domaine de la botterie, je connais 2 ou 3 bottiers japonais qui, à mes yeux aussi, font partie des meilleurs mondiaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très innovants. Et pour ceux qui viennent à la maroquinerie, pour l'instant, tout ce que je vois là-bas, qualitativement, c'est très bien, mais c'est d'un classicisme affligeant. Et on voit ça aussi en France, des gens qui sortent de ces grandes maisons, et c'est immédiatement identifiable qu'ils sortent de cette grande maison parce qu'en fait, ils font du sous-produit. Ils sont encore peut-être pas encore assez mûrs pour proposer leur vision des choses. Techniquement, dans notre métier, c'est pas très compliqué. On a 3 outils et 3 techniques. Donc, si vous voulez, à partir de là, moi, j'ai très très vite eu le désir profond et toujours présent d'être qu'un interprète et de me servir de cette technique-là pour réaliser des objets juste à la vision que moi j'avais de ces objets-là. Alors quand on me dit « Ah, mais bah oui, Hermès coud à la main, bah, je fais du cousu main. » Bon, ok, mais c'est juste notre métier. C'est le métier que j'ai choisi. C'est pas de faire du sous Hermès en partant de chez Hermès. C'est pour ça que j'ai pas ouvert ma maison tout de suite et que je me suis orienté vers l'éducation, le contact avec les autres. J'avais besoin de mûrir un petit peu tout ça. Par ailleurs, j'avais d'autres activités qui étaient la musique, dans laquelle ça a toujours été une part assez importante dans mon existence, la musique, en faire bien entendu, et je me suis demandé à un moment donné si j'allais pas basculer vers le professionnalisme aussi dans ce domaine-là. Et par ailleurs, depuis un certain nombre d'années, quand je suis parti de chez Hermès, je pratiquais l'aïkido, ce qui m'a amené d'ailleurs la toute première fois au Japon dans les années 81, c'était pour pratiquer le sabre et l'aïkido au Japon. Donc faire du tourisme culturel, mais c'est une pratique que j'ai exercée pendant 35 ans et j'ai enseigné pendant 10 ans à Paris. Donc j'avais plusieurs voies plusieurs casquettes, professionnelles plusieurs possibles. D'accord. Donc, mais c'est le cuir qui m'a rattrapé. Bah justement, du coup, donc là, on va en revenir. Donc, vous avez enseigné pendant 10 ans. Et donc là, du coup, ça y est, vous décidez d'ouvrir votre propre maison. Mais oui, parce que, encore une fois, bien sûr, c'était une décision difficile d'en partir de ce centre éducatif, mais et je n'avais pas le choix, il fallait que je le fasse parce que j'avais plus de 30 ans, je n'avais pas encore fondé de famille réellement, et je me suis dit que voilà, je ne pouvais pas ne pas me mettre en scène, je ne pouvais pas partir et attendre de ne vivre qu'avec un regret. Donc j'étais prêt à affronter l'échec. Vous étiez prêt à affronter l'échec. Bien sûr. C'est une très très belle phrase pour parler du coup de votre aventure entrepreneuriale. Comment est-ce que vous avez fait? Parce que du coup, on s'est déjà rencontrés donc une première fois, oui. et vous m'aviez dit, voilà, moi j'ai fait un sac et puis je les mets en vitrine. Donc vous avez fait ça en fait. Oui, j'ai fait ça. D'abord, évidemment, j'ai cherché un petit local dans Paris. J'ai trouvé un local de à peine 20 mètres carrés. On était dans le Marais, donc moi ça m'allait bien parce que c'était le cœur de Paris et j'y suis très attaché. Et sachant aussi qu'il y avait du tourisme qui commençait qui passait par là. Et personne ne me connaissait à part mes amis, ma famille. J'avais pas de public particulier, pas de clients en particulier, donc l'idée ça a été de faire ce que moi j'avais envie de réaliser comme objet et juste de les mettre en vitrine. Donc j'ai commencé avec ça, j'ai mis 3-4 sacs en vitrine, quelques ceintures, et puis moi je me suis mis à travailler dans la boutique. Et ça a pris très vite, ça a pris tout de suite en fait. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ça a pris aussi vite? Alors pourquoi est-ce que ça a pris aussi vite? Alors, je pense que je
proposait quelque chose qui n'était pas très en vue à ce moment-là, c'est pas très en vogue, d'avoir juste, et surtout dans le domaine de la maroquinerie, parce qu'on commençait à avoir cette énorme machine marketing, cette industrie du luxe qui arrivait à pas de géant et qui commençait à tout envahir, et les esprits surtout. Donc pouvoir proposer des pièces uniques en commande spéciale, et avec une identité quand même qui était déjà là et qui était assez marquée, parce que j'ai absolument pas tout accepté. Je passe beaucoup de temps à refuser des projets parce qu'ils me correspondent pas. Et dans ce cas-là, je préfère que ce soit les autres qui le fassent. Moi, il faut que j'ai envie de le faire, que ça m'emmène sur un terrain que je connais pas forcément, ou que tout à coup mon imagination se mette à fonctionner à 2000 à l'heure et à pouvoir proposer, parce qu'en fait c'est ça mon rôle aujourd'hui, c'est de proposer une vision des choses. Et donc... Et alors je vais juste mettre un petit point et un accent particulier sur le service, la qualité, l'exigence. Si vous avez tout ça, je crois que ça devient assez facile, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous découvre, s'il sent que vous êtes honnête, juste, et que vous lui donnez la bonne réponse, c'est-à-dire lui dire non quand il le faut, et l'orienter vers quelque chose qui est adapté à son besoin et à la vision que vous avez des choses, vous êtes dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, c'est quand même plus facile d'avoir un client satisfait en face de soi. Oui, enfin la transparence en fait. Être vrai. Bien sûr, être vrai, être soi-même. Moi, j'ai jamais fait d'efforts colossaux juste parce qu'il y avait un chiffre au bout. C'est plutôt le contraire. C'est pas ça ma motivation, ça n'a jamais été le cas. Ma motivation, ça a toujours été, 1, me faire plaisir, 2, aller au-delà des exigences d'un client. C'est-à-dire qu'il doit s'attendre à quelque chose et il faut lui proposer beaucoup mieux. Parce que ce qu'il faut lui proposer, c'est pas un objet, c'est une émotion. C'est une aventure. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience. Bah oui, mais c'était déjà ça. Il y a 25 ans, je proposais une expérience à mes clients parce que j'avais rien à vendre. D'accord. Et donc, votre maison s'est développée assez rapidement. Là, ou peut-être pas. Enfin, là, du coup, vous avez un certain nombre d'artisans qui travaillent avec vous. Oui. Donc, vous êtes une équipe, une grosse équipe. Non, on est une équipe de 5 personnes, moi y compris, donc c'est pas colossal. Et on atteint quasiment les limites du faisable pour une raison très simple. C'est que pour l'instant, je dessine tout, je coupe chaque pièce quasiment, je fais chaque modèle, je contrôle chaque objet quasiment au millimètre. Ici on travaille au demi-dixième près, donc quand je dis au millimètre... à déléguer ? Non, c'est pas la question, c'est que déléguer, il faut déjà trouver la personne qui convient. Je pense que c'est le cas ici. Je suis très très bien entouré, j'ai une équipe assez géniale. Mais ma vision des choses, elle est très personnelle. Et donc, ça prend du temps. On est même si ce sont des gens qui ont de l'expérience, on est encore dans un apprentissage qui je le vois bien, peut au bout de... Voilà, quand on a passé 10 ans à mes côtés, on peut probablement commencer à comprendre un certain nombre de choses. Et ça, c'est lié à quasiment tout type d'apprentissage. Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'aïkido. C'est au bout de 10 ans que vous commencez à entrevoir que c'est le tout début et que vous ouvrez la porte. Donc, il faut laisser le temps à chacun de s'approprier ma vision des choses. Je suis prêt même à la discuter, et pour autant il faut un avis aussi en face, et ça prend un petit peu de temps, mais on est dans cette dynamique-là ici. Donc je délègue, mais je contrôle quand même tout. D'accord. Donc du coup, là, vous dites donc vous avez une vision qui est quand même très très personnelle, hein. Enfin, je veux dire, votre maison, elle porte votre nom, donc c'est vraiment votre identité, vous, ce que vous êtes. Mais à un moment donné, cette maison, je sais pas, sera là, va continuer. Enfin, je sais pas. Vous, quand vous ne... Vous me parlez de l'avenir ? Je vous parle de l'avenir, oui. en fait. Oui. Du coup,
Est-ce que c'est difficile pour vous de vous dire, bah voilà, un jour, si ça se trouve, quelqu'un d'autre va devoir, comment dire, continuer à faire vivre cette maison-là, mais moi je serai plus là pour donner justement cette touche personnelle, mon identité en fait. Alors, j'en serais ravi, mais c'est pas une obsession. C'est-à-dire que moi, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. D'accord. C'est pas gravissime en soi, dans le sens où moi, j'ai pas construit cette histoire, j'ai pas créé cette maison artisanale de luxe juste pour voir mon nom au-dessus de la porte. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il est écrit en tout petit sur la porte, que mes titres n'y sont pas non plus, ni sur mes cartes de visite. Donc je ne suis pas là pour vendre un titre ou un nom. Je sais que ça... Et puis, si vous voulez, le job, il est fait, dans le sens où c'est pas juste mon image et ma réputation, j'ai formé beaucoup de gens. Donc... moi, ce que je souhaiterais le plus, finalement, c'est que parmi tous ces gens-là émerge quelqu'un avec son propre nom, avec sa propre histoire. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu facile de le dire, parce que si aujourd'hui quelqu'un qui travaille avec moi depuis 10 ans me dit « Ah, je m'en vais, je vais ouvrir ma boîte », ça risque d'être forcément compliqué, parce que moi, j'investis sur le long terme, avec les gens qui m'entourent, et pour l'instant, j'ai pas vu de projet... que je pourrais soutenir, ou parce que je pourrais avoir envie même de le soutenir. Donc j'ai pas de problème d'ego vis-à-vis de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est voir en tout cas le projet que j'ai bâti et celui qu'on est en train de vivre ici. Je pense qu'il a le bon modèle, parce que sans quoi je serais pas là, parce qu'on disparaît aussi vite qu'on est arrivé. Parce que au-delà du rêve, il y a la réalité. La réalité, c'est l'aspect économique des choses. Et moi, j'ai toujours su qu'il fallait que je puisse bâtir aussi une économie qui fonctionne, rien de colossal, mais qui en tout cas permette de faire fonctionner cette entreprise sans stress maximal à ce niveau-là. Et moi, j'ai trouvé mon modèle, ça c'est clair. Et du coup, la seule façon de faire ça, c'était aussi, si on a le bon service, si on a le bon produit, si on a les bonnes idées, on peut aussi vendre ça aux clients. Moi, ils savent très très bien que mes prix n'ont pas la réputation d'être parmi les plus bas en France ou ailleurs. Ouais. Au Japon, on atteint des prix qui sont très largement au-dessus des grandes maisons qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je ne propose pas la même chose. Ma proposition, elle est différente. Et c'est ça qu'on vient chercher. Et donc, ils savent aussi que mes choix, lors justement de la conception, mais surtout en amont, donc de la réflexion, je vais engager, moi, toute mon énergie et tout le temps qu'il faut pour faire les meilleurs choix que je puisse faire pour que l'objet, in fine, soit un rêve pour mon client, mais pour moi-même aussi. À partir du moment où moi je m'embarque dans une fabrication, d'abord un coup de crayon, évidemment toujours un visage et une conversation avec un client, parce que moi je connais, derrière chaque objet il y a toujours un visage, on ne trouve pas mes objets à vendre sur le net, j'ai pas de site internet personnel, je ne cherche pas du tout à avoir une image qui est diffusée dans le monde entier, accessible à tous. Voilà, au contraire, on est le plus minimaliste possible et on prend le temps et de la réflexion et de pouvoir proposer les meilleurs produits et donc les meilleures matières à nos clients. Et tout ça, ils savent très très bien que ça a un coût et ça a un prix. Pour illustrer un peu ce que vous avez dit sur vendre du rêve, la dernière fois quand on s'est vu, vous m'aviez raconté une histoire sur une cliente qui allait se marier. Et si vous pouviez peut-être un peu expliquer pour qu'en fait les gens vraiment comprennent jusqu'où ça va en fait. Et c'est vraiment, moi je trouve ça absolument incroyable en fait. Parce que, allez-y, si vous pouviez du coup raconter cette histoire. Oui, alors, mais vous savez, tout est dans le détail. Et c'est le détail qui fait la différence. Et parfois, le détail c'est juste une idée. Et c'est pour ça que j'aime bien me dire, encore aujourd'hui évidemment, au quotidien, ah oui, j'ai dessiné cette forme, mais après il faut la finaliser. Et c'est donc à partir d'une idée au départ qu'ensuite on se dirige vers quelque chose d'un tout petit peu plus concret. Et là, c'était une femme qui
qui venait me voir pour que je lui réalise une pochette pour son mariage, parce qu'elle allait donc se marier. Et lors de la discussion, l'échange que j'avais avec cette jeune femme, il m'est venu à l'esprit l'idée qu'il y ait une espèce de petit secret, pas forcément entre nous, mais un petit secret entre cet objet que j'allais lui réaliser et l'événement que ça représentait pour elle, évidemment dans sa vie, qui était un événement extrêmement important. Et je travaillais déjà depuis un petit moment avec de la météorite que je coupais moi-même, et je mettais de côté la poussière d'étoiles, donc de météorites que je gardais dans un petit flacon. Et je lui ai juste dit à un moment donné, comme ça, spontanément, écoutez, vous savez, j'ai très très envie de saupoudrer votre sac de poussière d'étoiles. Alors ça ne se verra pas, ce sera entre la doublure et l'extérieur. Mais vous savez, c'est un petit peu le marchand de sable quand il, quand il jette le sable et que les enfants s'endorment. Là, c'était, voilà, je vais faire un jeté de poussière d'étoiles et ça va vous accompagner toute votre vie, parce que moi, ça m'a toujours fait rêver les étoiles, et les étoiles filantes encore plus. Ça, c'est absolument incroyable. Alors, tout à l'heure, donc du coup, quand vous parliez de toute votre réflexion sur le métier que vous allez faire, etc., vous avez dit, vous êtes parti en quête de matériaux. Et je sais que pour vous, la matière première, en fait, les matières premières que vous travaillez, c'est extrêmement important. Et surtout, vous passez un temps fou à sourcer des matières. Donc par exemple, je veux dire, la météorite, c'est pas quelque chose qu'on trouve à chaque coin de rue. Vous nous aviez montré, vous m'aviez montré aussi une peau d'hippopotame. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu ce temps que vous passez à sourcer des matières exceptionnelles et comment vous faites en fait, parce que une peau d'hippopotame, que les gens le sachent, ceux qui travaillent pas forcément dans le milieu, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter comme ça. C'est-à-dire qu'on trouve plus facilement de la peau de crocodile, puisque forcément il y a des fermes d'élevage, etc. Mais de la peau d'hippopotame, ça, on n'en trouve pas. Ouais, et d'ailleurs aussi expliquer que l'animal n'a pas été tué pour la Bien sûr, oui, évidemment. Mais cette quête en fait de matière exceptionnelle, ça vous prend, je sais pas, 60% de votre temps. Combien de temps ça vous prend ? C'est une grande partie de mon activité. Mais vous savez, je suis toujours en éveil. Que je sois en France ou à l'étranger, j'ai toujours un œil qui va s'arrêter sur une matière qui m'interroge. Et il n'y a pas que les matériaux rares, entre guillemets. On peut aller vers des choses très simples. On pourra en parler tout à l'heure avec le fameux cuir et washi et papier. Ça, c'est encore une autre aventure. Mais en tout cas, le sourcing, oui, ça a toujours été une très très grosse partie de mon activité. Mais c'est permanent, c'est permanent. Alors, où est-ce que je vais chercher ces matériaux? Je vais surtout les chercher dans les autres métiers, dans d'autres activités. Et parce que sans quoi, je vais faire comme tout le monde aussi. Juste me servir des peaux tannées en France, ça, je l'ai fait pendant 25 ans. Ça fait 25 ans que je propose du Made in France, du Made in Paris. Donc aujourd'hui, on a des labels, tout ça. Bon, c'est très très bien. C'est très bien pour ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, je fais ça et je promotionne cette ville, ce pays et nos techniques depuis 25 ans. Donc c'est pas cette idée-là qui est maîtresse chez moi. C'est plutôt de me dire, tiens, cette matière, elle est utilisée dans ce domaine-là. Mais moi, je l'adore. Et comment est-ce que je pourrais l'intégrer dans mon travail? C'est plutôt ça mon propos. Donc du coup, effectivement, la météorite, c'est encore une histoire d'enfance. C'est quand j'allais chez ma grand-mère dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, et qu'à partir du 10-11 août, j'allais m'allonger parmi les oliviers, les amandiers, la nuit, le soir, à la nuit tombée, et j'attendais la pluie des étoiles filantes qu'on peut encore observer aujourd'hui. Et je fais la même chose quand j'ai l'occasion d'être en montagne ou hors de Paris à cette période-là. Je vous assure que je vais m'allonger dans l'herbe et je regarde le ciel. Et à chaque fois que je vois une étoile filante, je suis ému par la beauté de cet univers dans lequel je vis et j'existe. Donc moi, je suis juste sensible à ça. Donc c'était aussi un petit souvenir d'enfance qui ressurgit. Et quand j'ai compris que
que la météorite était quelque chose auquel je pouvais accéder et que je pouvais travailler, c'est assez vite devenu une matière qui a intégré les objets que je fabriquais. Alors aussi parce que la possibilité de le faire, je ne fais pas que des objets de maroquinerie. En tout cas, 100% en cuir. Je pense que c'est lié aussi à la famille et à mon enfance. J'intègre énormément le bois. Je fais beaucoup de coffrets en bois. J'ai fait mes premiers étuis à cigares entièrement en bois, rythmés par des pots. Mais l'idée de base, c'était un tube. C'était un tube en bois, un petit peu comme au XVIIe siècle, on envoyait un modou à une jolie femme dans un tube en bois. Moi, du coup, j'y ai mis des cigares et j'ai orné ces étuis, ces tubes par un cabochon, entre autres avec de la météorite, parce que les volutes de cigares s'élevant vers le ciel, je trouve qu'il y avait une correspondance parfaite. Et encore une fois, on est plutôt dans le symbole que dans une forme avec une lecture trop directe. Voilà, moi j'aime bien quand on a cette espèce de lecture à tiroir et à étage et qu'on ne découvre pas un objet et qu'on ne le comprend peut-être pas tout à fait tout de suite. D'accord. Et du coup, la peau d'hippopotame, comment ça s'est fait Alors la peau d'hippopotame, j'en ai cherché pendant à peu près une dizaine d'années, mais comme c'est un animal sauvage, c'est probablement l'animal le plus dangereux d'Afrique. Les hommes ne s'en approchent pas. On ne va pas le tuer pour sa peau non plus. C'est pas comme l'éléphant qui lui est tué plutôt pour ses défenses, bien sûr, malheureusement. Et donc l'hippo, c'est pas une matière rare en soi. Des hippopotames, il y en a. Mais on ne s'en approche pas et donc c'est dangereux. Et il a fallu, pendant presque 10 ans, j'avais des fournisseurs qui me disaient « Ah mais je vais en avoir ». C'était toujours c'était l'Arlésienne, parce que je ne voyais rien arriver. Et dernièrement, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je travaille, qui est un fournisseur et qui a rencontré un monsieur qui a une réserve en Afrique et qui, lorsque sur sa réserve un hippopotame meurt, de mort naturelle, avec son équipe, ils vont le chercher et ils récupèrent les peaux. Donc il y a quelques mètres carrés qui circulent en France grâce à ce monsieur. Donc j'ai la chance d'y avoir accès, parce que souvent on vient me proposer... on sait que je m'intéresse à des choses un petit peu nouvelles, donc je fais assez souvent partie des premiers à qui on vient le proposer. Voilà. D'accord. Et par ailleurs, tout à l'heure, on parlait de service. Ce sont des peaux que j'achète brutes, donc elles ne sont pas teintées. Je fais faire mes teintes sur ces peaux-là. Ah bon, d'accord. Donc les teintes que je propose à mes clients sont des teintes que j'ai fait faire spécialement pour eux, puisque pour moi. D'accord. Alors on a aussi l'ivoire de mammouth, la fibre de carbone, le titane, qui sont un peu mes matériaux un petit peu fétiches avec lesquels j'aime travailler. Du coup, on va parler peut-être rapidement de vos clients. Vos clients sont principalement japonais, clientèle internationale. Oui, j'ai une très belle clientèle française, européenne. Moi, j'ai commencé avec eux d'ailleurs. J'ai commencé avec une clientèle française européenne, donc ils sont toujours là. D'accord. Mais après, il est vrai que j'ai développé mon activité essentiellement sur une clientèle au Japon. Mais vous avez développé votre activité essentiellement sur une clientèle japonaise parce que vous aviez déjà à l'origine un attachement avec ce pays, ou parce que, d'un point de vue, on va dire, purement stratégie, commerciale, vous aviez décelé que c'était peut-être la meilleure chose à faire? Ah, mais c'est bien plus simple que ça, c'est eux qui m'ont trouvé. Ok. Moi, je ne suis pas allé... la première fois que je suis allé au Japon, je vous le disais, c'était pour pratiquer le sabre et l'aïkido, donc rien à voir avec une arrière-pensée commerciale. C'était juste pour le plaisir et ma propre culture. Moi, j'aime le Japon depuis que j'ai l'âge de 8 ans, où on m'a offert un livre avec des images de yoroi, donc d'armures japonaises. Comme bien des enfants, j'ai été fasciné par ces armures-là. Et par contre, lorsque j'ai ouvert ma première boutique dans le Marais,
parmi les premiers journalistes qui se sont arrêtés, et c'était les journalistes japonais. Je crois que surtout, et encore aujourd'hui je le constate, il y a une vraie... parce que je ne me suis pas spécialement adapté, j'ai jamais cherché à faire des choses pour une certaine culture. Donc pour le peuple japonais, bien sûr il faut analyser un peu leur façon de vivre, et moi par plaisir, je connais quand même assez bien cette culture-là, et donc je me sens un petit peu comme un poisson dans l'eau là-bas, je me sens à la maison, hein, peut-être presque plus qu'ici, parce que j'ai des gens qui ont cette... Il y a une résonance à ce que je propose. Il y a une sensibilité qui est comprise de façon immédiate. Je n'ai pas besoin de me lancer dans des explications compliquées, difficiles. Je ne parle jamais technique. Ils ont tout compris. Ok. Est-ce que vous avez eu un mentor dans votre vie pour quelqu'un qui était toujours là pour vous conseiller, pour vous aider peut-être à développer cette maison, ou non, vous êtes surtout... Alors, j'irais pas jusqu'à dire que j'avais un mentor. Je pense que, en tout cas, la passion qu'exerçait mon père pour son métier m'a beaucoup habité. Ça, c'est clair. Ensuite, ma famille a toujours été assez proche. Mais vous savez, quand j'ai ouvert ma première boutique, c'était en 94. J'ai pas la mémoire des dates, donc je peux me tromper. En 94, tout le monde me disait mais c'est la crise. Il faudra que tu vendes 3 sacs par jour pour pouvoir exister. On me disait mais je peux même pas en fabriquer un demi en une journée, donc mais je vais le faire quand même. Parce que c'est ça que je voulais faire. Et donc du coup, non, il n'y avait pas de stratégie à ce niveau-là. Je pense que moi, j'ai plus été habité par... ça va vous paraître un peu bizarre, mais par des auteurs, par la littérature, par le cinéma, par ça. Voilà, j'ai adoré Proust, j'aime la langue française, j'aime ce qu'elle exprime, et je vous parlais de la musique tout à l'heure, et je vous disais que moi en fait je suis qu'un interprète des choses. Donc moi je me sens peintre, je me sens musicien, je me sens architecte, je me sens... Voilà, quand on est devant un tableau, on ne se demande pas non plus « Ah, mais quel type de peinture il a eu ?» En tout cas, moi, je ne me pose pas la question. Je veux juste être dans la sensibilité et l'émotion de ce que me procure la toile qui est en face de moi, une sculpture idem, un bâtiment également, et un plat d'un grand chef également. Donc voilà, moi, je me situe là. Il y a énormément d'influence autour de moi, bien entendu. Mais pas de personnes qui auraient pu, de façon définitive et à long terme, m'orienter. D'accord. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ma vie. Ouais, voilà. Alors, ça va d'une prof de français, en passant par un prof d'aïkido, bien entendu, en passant par mes collègues chez Hermès qui m'ont formé. Je pense à quelqu'un qui est resté mon ami et qui s'appelle Jean-Luc Roche, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui je dois beaucoup, parce que il m'a montré. Oui, la transmission. Voilà. Extrêmement important. Il y a une notion que j'aime beaucoup et qu'on pratique justement dans les disciplines martiales et qui au Japon est très importante, c'est on vole avec les yeux. On vole avec les yeux. Il n'y a pas besoin d'explication, il suffit de regarder pour comprendre. Voilà. On va passer un petit peu donc aux questions de la fin. Bon, il y a une question qui est très vague, mais je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce que c'est que pour vous en fait le luxe en fait ? Comment est-ce que vous définiriez Alors le luxe d'aujourd'hui, parce que le luxe est une notion qui a énormément évolué. Le luxe du 18-19e siècle n'est plus le luxe d'aujourd'hui, tout à fait. En dehors du fait que, évidemment, cette notion de rareté, quand je dis rareté, c'est que justement, moi je ne fais que des pièces uniques, et je le revendique. Je suis même en train de travailler sur un concept global d'une série de sacs avec exactement le même modèle fait à l'unité
avec des matériaux à chaque fois complètement différents et des associations de matériaux différents. Parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que chaque objet va créer une certaine émotion. Vous allez en aimer un et en détester un autre. Et c'est exactement le même modèle, vous le regardez de près, et il n'y a pas un point qui est exactement au même endroit par rapport à celui d'à côté, parce que c'est entièrement fait à la main. Il n'y a aucune machine qui est intervenue sur cette pièce-là. Donc ça pour moi, c'est le luxe d'aujourd'hui, c'est la pièce unique, réalisée dans certaines conditions. J'ai rien contre un certain nombre de machines et l'intervention de la machine. Je me suis servi d'imprimantes 3D pour faire les objets que j'avais envie de faire, parce que les faire autrement, c'était presque pas possible. Et puis c'est aussi le progrès. Absolument, oui, il faut rester ouvert à tout ça. Mais voilà, moi je dirais que le luxe aujourd'hui, il est plutôt dans effectivement la rareté, la pièce unique, et puis ensuite l'excellence de la réalisation et du projet en lui-même. Voilà, c'est une notion qui est assez vague, mais si vous voulez, pour moi aujourd'hui, avoir un objet que tout le monde peut avoir, bien sûr j'en ai besoin comme tout le monde, on vit avec des choses comme ça, mais en tout cas ça ne peut pas représenter le vrai luxe à mes yeux. Okay. Donc il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est en rapport en fait avec le management. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et en fait, la question, c'est quels sont pour vous en fait les critères pour être un bon manager. Au-delà de cette question, moi, ce que je cherche à savoir, c'est bon, bah voilà, vous êtes 5 au sein de la maison, donc vous avez un certain nombre d'artisans qui travaillent avec vous. Comment est-ce que vous faites pour construire une atmosphère de travail qui soit propice à ce que les gens se sentent bien, comment est-ce que vous faites pour vraiment faire en sorte en fait, que quand on est salarié chez vous et qu'on traverse le pas de la porte, on soit content de venir travailler en fait. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours en fait intéressé, les cultures d'entreprise en général. Donc c'est ça un petit peu ma question. Mais c'est presque aux gens qui travaillent avec moi à qui il faut poser la question. Parce que moi je ne suis pas, je dirais par vocation, je n'ai pas du tout, je n'ai jamais eu l'ambition d'être un patron, d'être un manager, de m'entourer de gens qui vont. Voilà. Par contre, par la force des choses, il a fallu le faire, il a fallu le devenir. Oui. Donc c'est là où ça devient intéressant. Alors il y a plusieurs aspects. Évidemment, je choisis les gens qui travaillent avec moi, mais ils me choisissent aussi, en général. Ils savent que j'ai certaines exigences au quotidien, pour chaque geste qu'on fait ici. En même temps, je crois qu'ils savent, et c'est ça que j'ai envie de faire passer, même s'il y a mon nom dessus, c'est aussi leur objet. Ça leur appartient. L'avenir de cette maison leur appartient aussi. On n'est pas dans un système familial du 19 et 20e siècle. Il faut de la liberté, il faut qu'ils aient du plaisir à faire les choses. Je ne les cache pas vis-à-vis des clients, au contraire. Quand c'est eux qui ont réalisé une pièce à la livraison, je peux faire en sorte qu'ils viennent rencontrer le client. Parce que c'est pas des anonymes, c'est des gens qui travaillent avec moi. Moi, ça, par contre, ça, je trouve ça génial. Mais c'est très simple. Non, mais moi, sans eux, je ne suis pas cette maison-là. Donc, il y a des tas de choses qu'on doit partager ensemble. Les fruits financiers de notre quotidien, il faut qu'on le partage. On doit partager le plaisir d'être là, le plaisir de réaliser les choses. Alors, si je peux peut-être faire un petit éclairage, un petit point... qui me fait plaisir aussi à mon petit ego, c'est que ils sont pas ici juste pour apprendre des techniques. Et ça, ils en ont l'envie et ils en ont le désir. C'est-à-dire que si c'est juste pour exercer son métier tel qu'on l'a appris, c'est pas la peine de venir ici, on tient pas longtemps, au bout de 3 jours, on part. Parce que moi, je veux autre chose. Quand j'explique un objet, je l'explique pas dans des termes techniques très simples. Forcément, je ne vais pas toujours employer des mots très compréhensibles dès le premier coup. Donc du coup, il faut une certaine, il faut s'apprivoiser, il faut avoir envie de se comprendre, et c'est réciproque. C'est-à-dire que
moi je sais que chaque personne qui travaille autour de moi a sa propre personnalité. Donc j'essaie d'en tenir compte, à la fois pour qu'ils se sentent bien ici et que ça fonctionne bien entre eux. Donc un espace de liberté avec des exigences énormes. C'est se trouver ce bon compromis-là. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était vraiment top. J'espère que cet épisode vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou sinon à laisser un petit commentaire sur votre application d'écoute. Si vous avez des questions ou vous voulez m'envoyer un petit message, n'hésitez pas à le faire sur Instagram, @luxe-et-artisanat tout attaché. C'est aussi sur ce réseau social que vous trouverez les photos notamment de mes invités et aussi quelques photos par exemple de leurs ateliers ou autres. Et vous pouvez également me contacter sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.